Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, depuis qu'on est camping-cariste, ça fait maintenant 5 ans, je me suis toujours demandé qui est-ce qui avait construit le premier camping-car? Où est-ce que le premier camping-car est apparu? Et puis après de nombreuses recherches sur YouTube, surtout, j'ai rien trouvé. Aucune vidéo qui parle de l'histoire du camping-car. Super étonnant. Donc je me suis dit, je vais la faire. Je vais vous faire la première vidéo de l'histoire du camping-car depuis 1900 jusqu'à l'an 2000. Alors je vous cache pas, ça a été un très gros travail de recherche, parce que les sites internet au début du XXe siècle, ça courait pas les rues, c'est sûr. Donc du coup j'ai trouvé plein de sites sur internet comme Wikicamper, le monde du camping-car, Pinterest aussi pour des photos. Voilà, j'ai trouvé plein de sites, donc il y avait un peu de tout, il y a un peu à boire et à manger sur tout ça. Donc j'ai fait une sélection des camping-cars au fur et à mesure de l'histoire, depuis 1900 jusqu'à l'an 2000. Ça a été un gros merdier. Et en plus là j'enregistre, je fais jamais d'enregistrement comme ça, avec un texte devant moi et face à vous. Donc c'est un peu une première pour moi, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et surtout, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, likez-la et abonnez-vous à la chaîne si vous découvrez la chaîne ici. Donc c'est parti les amis, j'ai envie de dire go! Sans parler des roulottes, carrioles et autres calèches du Far West américain, comme on peut le voir à la télé, je me suis concentré surtout sur les véhicules motorisés. Donc, faut pas se le cacher, au début du XXe siècle, en 1900, les personnes qui peuvent se payer un camping-car ne sont pas légion. Ce sont surtout des personnes aisées, très aisées même. Et souvent, ces camping-cars sont des pièces uniques, qui partaient en général d'un châssis, qui était à peu près souvent le même, mais qui était carrossé par différents carrossiers. À l'époque, c'était comme ça, t'achetais même pour les voitures, à part Ford, qui a fait la Ford T, la première voiture industrialisée. Souvent tu achetais un châssis et tu allais la faire carrosser plus près de chez toi, chez un petit carrossier du coin, les mecs qui travaillaient le métal, tout simplement. Donc j'ai trouvé la première trace d'un camping-car, si on peut dire que c'est un camping-car, en France. Et oui, cocorico, le premier véhicule aménagé pour y dormir serait en France. Il s'agit de la Bourlinguette, qui a été commandé par un distilleur de la région de Bordeaux, distilleur de la région de Bordeaux, Jules Sécrestat, qui avait la distillerie Sécrestat. Justement, il a inventé des boissons, des choses comme ça apparemment. Donc en fait, la Bourlinguette, c'est un wagon de 7 mètres de long, sur des roues en bois, cerclés d'acier. Parce que tout simplement, les pneus de l'époque ne pouvaient pas supporter son poids. Ça devait être sacrément costaud. Et le tout était posé sur un châssis 20 chevaux, Panhard et Levasseur en 1903. Le tout premier. C'est un truc de fou quand même. Ensuite, il y a eu de nombreuses petites constructions. Bon, toujours artisanales et un peu anonymes, on va dire. Surtout en Angleterre, il y a eu pas mal d'essais en Angleterre aussi. Donc sur des châssis anglais ou, comme je le disais, sur des châssis Ford importés des États-Unis. Ford était un gros constructeur à l'époque. Et en 1911, on peut retrouver un véhicule qui est très connu apparemment. Il s'agit de la Haye. En fait, tout simplement, c'était un dentiste qui avait commandé ce véhicule. Donc en gros, dans la région de Tours, il allait de ville en ville pour arracher les dents des clients, tout simplement. Et à l'arrière du véhicule, il avait son cabinet et il vivait dans le reste avec sa femme en allant de ville en ville comme ça pour faire des soins dentaires. Ce qui est plutôt super original, on va dire, comme manière. Après, s'il a pu se le payer, c'est que ça devait fonctionner, c'est que ça devait marcher. D'ailleurs, on peut retrouver une reproduction de la Haye au musée Maurice Dufresne à Azel-Rideau, dans l'Indre-et-Loire. C'est une reproduction seulement, apparemment c'est pas le vrai. Plus tard, en 1915,
Toujours sur un châssis Ford, j'ai trouvé des traces d'un véhicule. Alors le Lamstead Camp Car, donc c'est toujours sur un châssis Ford. Donc c'est un véhicule où on pouvait dormir apparemment à 4. Et il avait un petit espace cuisine et une réserve d'eau en plus. Donc c'était pareil, une petite construction un peu unique, un peu indépendante. Donc bon, il ressort beaucoup, en tout cas sur internet, ce véhicule-là apparaît beaucoup quand on recherche. J'ai trouvé aussi des archives sur le car camper en 1918. Très peu d'infos dessus. Il y a quelques photos, mais pas beaucoup de textes et d'explications. Mais on peut voir sur la photo que là, la cellule n'est pas rigide. En fait, c'était une toile, ou alors qui s'ouvre, peut-être que seulement que d'un côté. Bah, d'après les photos, on voit que ça. C'est une toile qui s'ouvre, c'était sûrement pour profiter de l'horizon une fois que tu étais posé tranquillou au bord de la mer. Ça devait être plutôt sympa. La toile était enroulable et on pouvait du coup avoir une belle vue sur l'extérieur. Suite à la Première Guerre mondiale, j'ai trouvé aussi quelques camions militaires réaménagés, comme le Fahrbach Landhaus. Désolé pour mon accent allemand, hein. Moi j'ai fait espagnol en LV2, donc l'allemand c'est mort. Et en fait, celui-là ressemblait surtout à une tiny house, en fait, avec un toit en pente, mais toujours sur un châssis Ford, et par contre fabriqué en Allemagne. Ironie du sort, hein. Je vous explique pas pourquoi. Sinon, j'ai trouvé aussi en 1923, alors un couple, celle-là, l'histoire est vraiment sympa, un couple de romanciers qui se sont fait fabriquer un véhicule aménagé, le Nomad House Car, qui était posé à la base, c'est un vieux véhicule qui était posé sur un châssis de Ford TT et qui a été réaménagé sur un châssis Graham, apparemment, par les frères Graham, aux États-Unis. Et chose super intéressante, c'est qu'ils l'ont gardé pendant 47 ans et ils ont parcouru 24 États avec leur véhicule. Ça devait être du costaud à l'époque, hein. Et je pense que le fait d'avoir voyagé dans leur véhicule comme ça a beaucoup contribué dans leur roman. Je ne connais pas leur livre, hein, je ne l'ai jamais lu, mais je pense qu'à mon avis, dans leur livre, les descriptions de paysages et tout, ça doit être incroyable, en ayant voyagé dans 24 États. Sinon, en 1928, alors juste avant le krach boursier, j'ai trouvé aussi une fabrique de véhicules, de camping-cars, de véhicules aménagés à New York. C'est pas là qu'on s'attend à en voir le plus, mais bon. Et donc, c'est le Fleet House Car qui a été fabriqué par Pierce Arrow. Il y a eu 3 exemplaires et apparemment, c'était le plus luxueux qu'on pouvait trouver à l'époque. Moi, j'imagine même pas mon camping-car dans les rues de New York, quoi. Voilà le bordel pour conduire. Retour en Angleterre maintenant, en 1930, pour y trouver le Morris Oxford. Alors Morris, célèbre marque de voiture qui a disparu en 1984. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, c'est MG Rover qui a les droits à l'image de Morris. Et bien sûr, MG Rover qui, elle, appartient à des Chinois, tout simplement. Donc, d'où ma MG4 d'aujourd'hui, électrique. Et ben voilà, c'est MG qui possède encore les droits de Morris qui n'existent plus. Ensuite, aux États-Unis, en 1931, j'ai trouvé le Tennessee Traveler, qui est cette fois sur un châssis de Ford AA. Sur celui-ci, la cellule est toute en bois, et comme on peut le voir sur la photo, il y a la petite sortie de poêle, 2 chaises en bois en guise de siège conducteur, ce qui est plutôt inconfortable, je pense. Surtout dans les années 30, les routes, à mon avis, ça devait pas être ça. Et par contre, un intérieur vraiment magnifique, digne des meilleurs menuisiers, quoi. C'est vraiment impressionnant, l'intérieur, il est vraiment magnifique. Pas sûr des dates là, mais en 1936 ou 1940, j'ai trouvé aussi un camping-car, un motorhome, comme savent le faire les Américains. C'est General Motors qui l'a fait. C'est le Streamliner. Donc tout simplement, c'est un bus qu'ils ont aménagé. C'est rigolo, il a des flèches directionnelles en guise de clignotant. Et comme le dit une pub d'époque, il fait 33 pieds de long de la tige à la poupe. Donc ça fait environ 10 mètres de long, quoi. Ça commence à faire un bon véhicule aussi. Et après la Seconde Guerre mondiale, du coup, tout part en live. Débarquent les vannes aménagées, les camions, comme
la Goélette, la Renault Goélette ou le Volkswagen Combi dans les années 50. Voilà, un peu plus loin qu'après la guerre, mais dans les années 50, voilà, ça commence à arriver et là ça part en live. Le fameux Combi avec son moteur de Cox. Bien sûr, aux États-Unis aussi, ils ont leur dose de vanne avec Chevrolet notamment et le Ford série E qui est un petit camion tout mignon. Après, dans les années 60, on est plus vers la caravane. La caravane fait une belle percée avec l'ouverture de nombreux campings et la création de pas mal de marques de caravanes, hein, notamment pour les plus célèbres, Heriba avec leur Heriba Puck, Airstream aux États-Unis avec leur fameuse caravane tout en alu. Mais les vannes et les camionnettes continuent à bien se vendre, que ce soit en vannes aménagées ou en châssis cellule, surtout les combis, phase 1 et phase 2, parce que dans les années 60, le combi change de phase. Le Morris J2 aussi, en Angleterre, fonctionne très bien, et en France arrive enfin, en 1959, la Renault Estafette, la fameuse Estafette, pour, bien évidemment, remplacer la Renault Goélette qui commençait à être vieillissante. Sinon, aux États-Unis aussi, ils ont toujours leur dose de vannes, avec Dodge, General Motors, Ford, Chevrolet. Et on peut aussi parler du coup de Airstream, qui a fait aussi des camping-cars après les caravanes. Mais il y a une marque qui va tout détruire dans les années 70, c'est Winnebago. Winnebago est tout simplement la première marque de camping-car à industrialiser sa production sur des lignes d'assemblage. Ils vont même s'autoproclamer numéro 1 des ventes aux États-Unis et vont même rentrer en bourse à la fin des années 70. C'est pour dire ils ont tout détruit quoi. Et pourtant en Europe c'est un peu confidentiel quoi. On en voit beaucoup moins qu'aux États-Unis. Après, l'importation devait coûter un petit bras quand même, je pense. À mon avis, importer un véhicule, ça devait coûter très cher à l'époque. Les porte-conteneurs n'étaient pas encore très bien vus, je pense. Et au même moment, vers la fin des années 70, début des années 80, débarquent les châssis avec des cellules à capucines. Les fameuses capucines sur les camping-cars, notamment sur des Ford Transit MK1, des Fiat 238 et les estafettes, la fameuse estafette. Après, courant 80, arrive le tout nouveau camion de chez Renault, le Renault Trafic, voilà, c'est celui qu'on a, et qui remplace du coup l'estafette. Il y a aussi les fameux Citroën C25 qui arrivent, les Peugeot J9 et J5, les Renault Master, le plus gros encore que le Renault Trafic, et les Iveco, et sans oublier bien sûr les Mercedes, les fameux camions Mercedes, les 207, les 208, les 307, les 308D, tous ces camions avec leur face avant vraiment mastoc. Et dans une moindre mesure, il y a aussi les LT de chez Volkswagen, le LT31, le LT28, le LT35. Après, tout simplement, pour suivre dans les années 90, on retrouve souvent les mêmes camions, mais souvent restylés. On passe du LT chez Volkswagen on va avoir le T3, le T4, mais par contre avec une très grande diversité de cellules. Là, ça pète un plomb au niveau des cellules. Avec des marques comme Immer, Heriba, Pilot, Challenger, Autostar et encore plein d'autres. Et voilà, cette vidéo arrive à son terme. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, cette liste est non exhaustive. J'en ai sûrement oublié. Il y en a sûrement que vous avez en tête aussi. Vous pouvez les mettre en commentaire. C'est toujours bon de le rappeler aussi. Voilà, personne n'est parfait. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez propre. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça ferait toujours plaisir. Sur ce, les amis, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!